Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la partie neurologique? Oui. Laure Michel, forcément. Vous m'entendez? Oui, super. Donc, merci beaucoup pour vos présentations. Donc, Laure Michel, je suis neurologue au CHU de Rennes. C'est plus que des questions, je me permets 2 commentaires, que ce soit sur l'efficacité des traitements de haute efficacité, les méta-analyses versus greffe. Je pense que le NEDA, dans ses méta-analyses, est ultra sous-estimé pour les traitements de haute efficacité type natalizumab et anti-CD20 pour une raison simple, c'est c'est des traitements qui ont un délai d'efficacité d'à peu près 3 à 4 mois. Souvent, c'est des patients qui ont une SEP un peu agressive, sur les 3 premiers mois, ils accumulent des lésions à l'imagerie. Et si on rebaseline pas, ce qu'on fait maintenant de manière systématique, on refait une IRM de rebaseline et on réévalue à ce moment-là l'apparition des nouvelles lésions, le NEDA, en fait, chez ces patients, il a 90%. Je suis persuadée qu'il est au niveau de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, le NEDA, avec les traitements de haute efficacité de type anti-CD20. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque sur le coût. Actuellement, on fait une étude de non-infériorité en France comparant le rituximab à l'ocrelizumab dans la SEP rémitante. Il y a des études parallèles en Norvège, en Hollande et en Suède. L'ocrelizumab, comme vous l'avez dit, ça coûte 30 000 € par an. C'est presque un scandale médico-économique parce que ça a été développé par le même laboratoire qui avait développé le rituximab et qui a refusé de faire des phases 3 dans la SEP. Le rituximab, au jour d'aujourd'hui, les biosimilaires, c'est 300 € par an. Donc on peut traiter quand même 15 ans un patient avec du rituximab pour arriver à peu près au même tarif qu'une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et la SEP, contrairement à d'autres maladies auto-immunes, on sait que l'activité inflammatoire de la maladie, elle s'arrête naturellement. Après 50, 55 ans, on voit bien qu'on arrête de traiter nos patients. Ce que je veux dire, c'est que finalement, les 5 patients par an traités en France, ils sont probablement bien sélectionnés. Et moi, c'est à peu près l'idée que j'ai des résistances aux anti-CD20, comme le cas que nous a montré ma collègue de Saint-Denis, c'est qu'il y a à peu près probablement 5 à 10 patients français par an qui pourraient bénéficier de la greffe de cellules souches, qui sont des vrais patients réfractaires aux anti-CD20. Mais c'est une réalité que les anti-CD20 sur l'activité inflammatoire de la SEP, c'est ultra efficace. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est plus de 95% d'efficacité. Donc je ne suis pas sûre qu'il faille encourager de manière massive à greffer, sachant qu'on a des alternatives. Si on choisit de prescrire le rituximab, et ça c'est la responsabilité du neurologue, de prescrire des traitements moins chers, même s'ils ne sont pas autorisés dans la sclérose en plaques de forme rémitante, je pense qu'on a des effets qui sont aussi importants, même si probablement on manque encore un peu de recul sur le handicap, et comme tu l'as très justement dit, dans ces méta-analyses, on n'a que 3 ans de recul sur les anti-CD20. Mais c'était la remarque un peu globale que je voulais faire. Mais, voilà. Non, mais c'est très intéressant, et il faut entendre aussi cette perception de l'efficacité thérapeutique. Alors effectivement, tous ces médicaments vont être génériqués, donc les prix vont baisser. La seule petite remarque, mais j'aimerais aussi avoir votre sentiment là-dessus, c'est que d'après ce que j'ai compris, pour notamment essayer de retarder la phase secondairement progressive de la maladie, c'est vraiment de contrôler au plus vite la maladie. Alors est-ce qu'il faut laisser un patient en échec de 2 lignes de traitement pour essayer d'obtenir ce contrôle de la maladie qu'on pourrait peut-être obtenir plus rapidement avec la... C'est rarissime les échecs au pré-traitement de haute efficacité, type natalizumab, type anti-CD20. C'est très rare. En fait, je vous montrerai cet après-midi une étude justement qui regarde... Effectivement, ces patients, il faut les traiter très tôt par traitement de haute efficacité. Mais nous, les neurologues, on a plus vraiment un peu de temps, c'est certain, à modifier nos stratégies thérapeutiques. Mais je pense que maintenant, il y a une vraie prise de conscience sur la nécessité de traiter très précocement par des traitements de haute efficacité. Il commence à y avoir des études sur la diminution du risque d'évoluer vers une forme secondairement progressive. Et du coup, après, effectivement, je pense que la greffe, ça reste une niche. Je pense que ça reste très intéressant, mais vraiment pour une niche de patients. Laure, on s'adresse à une niche. Juste une mot. Vous avez dans cette salle l'exemple de ce qui se passe en France depuis 30 ans. So I would like to switch to English and ask Richard to comment about this study. Because Laure, who is professor of neurology, is saying exactly what we've been facing for 20 years. With all my respect, you never transplanted any patient, you yourself, so you cannot maybe have the whole vision
of what we are facing on a daily basis. Richard, can you comment about the indication which were being discussed? Laure Michel was saying that anti-CD20 have highly effective, and it's again this discussion. Thank you. I kind of got the impression you were talking about anti-CD20 therapy and how effective it is. And most neurologists in America have switched to that. And most of our transplants are now failures of anti-CD20 therapy. So in one of the presentations that the young gentleman just gave, he had a figure showing that the outcome at 3 years of HSCT and anti-CD20 ocrelizumab was the same. I absolutely believe that. But that's misleading. And it's misleading for the audience. And the reason it is misleading is you don't have longer follow-up. And what we're seeing is after about 5 years of ocrelizumab, you have progression independent of relapse activity. So ocrelizumab has done something very different. Natalizumab does it a little bit, but ocrelizumab brought this out. It used to be you treat and then a patient would have a relapse, and that means you need to change your disease-modifying therapy or there'd be an indication for transplant. Ocrelizumab pretty much stops relapses, and it stops MRI activity, but beginning about 5 years later, and there's patient variability, they've progressed. Permanent neurologic disability is worse, and it doesn't appear to be reversible. And I've had neurologists tell me after 10 years on ocrelizumab, all their patients have progressed. So the neurologists have started the term progression independent of relapse activity. And so what happens is the patients continue to say, I still have these symptoms, but their MRI is not changed, and so everybody gets a high five, and they keep giving ocrelizumab. In America, it's $40,000 an infusion. So you get it 2 weeks later, you get it again, that's $80,000. You get it every 6 months, $40,000 for a few-hour infusion. And the MRI doesn't change, high fives, but the patient keeps complaining, and then 5 years later, they're worse. So if you now look at a different type of MRI analysis, using like a 3 Tesla or 7 Tesla MRI, so it's a much clearer picture. What you see on these ocrelizumab patients is they have paramagnetic rim lesions. And that's due to oxidative stress. I'm sorry, I would like to ask you to go quickly to the point, because we have to keep the time. The point is ocrelizumab only blocks the B cells, and that stops the high flames of the inflammatory fire in these lesions. The T cells, it doesn't affect T cells, and the T cells are the burning embers that cause the paramagnetic rim lesions, and that's why they progress. So once we do a transplant in those patients, we actually see them improve, not like they used to. We don't get these remarkable improvements, but we see improvements in neurologic disability. It's because the therapy is not directed against the T cells. You're only directed against one part of the immune system, the B cell, not the T cells. And so you're misled by no new MRI activity because the MRIs aren't being done with high enough quality to pick up these paramagnetic rim lesions. And that's why that data is also misleading. And now our biggest indication is people who failed ocrelizumab. They get better, but they still have progression that they shouldn't have accumulated because they weren't offered a transplant up front. Now, I'm sorry for taking a long time to explain this, but it's an important concept in the history of how this is occurring and why people's eyes are blinded to it, like just in this presentation, because you're presenting the data neurologists put up there, 3 years. But the truth is those patients are progressing if you continue to follow them. That doesn't happen with a transplant. If it fails, they relapse. They have new inflammatory activity. That's obvious. Thank you. Thanks. And so time for coffee break. So c'est la pause café. Donc si vous avez encore des questions, vous pouvez continuer cette passionnante discussion.